Bonjour à tous, c'est Dimitar de Mister Prépa. Je suis aussi étudiant à l'ESCP et je suis ravi de vous présenter cette vidéo de programmation de Python. Que vous soyez en ECT ou en ECG, cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, je vais vous présenter pourquoi il est essentiel de travailler le Python en prépa ECG. C'est des questions qui se traitent de manière assez rapide. Il s'agit de compléter quelques lignes sur un code qui est déjà prédéfini, tandis qu'il y a des questions qui sont très calculatoires, comme par exemple inverser une matrice, alors que par exemple inverser une matrice peut rapporter autant de points que compléter 2 lignes de code dans un script. Donc le rapport temps-point est très bon pour les questions Python. Également, il s'agit de questions qui se travaillent assez rapidement si on a une bonne méthode, une méthode efficace. Donc c'est notre deuxième point de la vidéo, comment travailler le Python avec les méthodes. Sans aucun secret, pour réussir en Python, il faut s'exercer, donc écrire des scripts, les tester sur ordinateur, c'est des étapes essentielles pour la réussite. Donc je vais vous présenter moi comment j'ai travaillé le Python en prépa. Donc j'utilisais Colab, c'est-à-dire vous tapez sur internet Colab et vous trouvez la référence assez facilement. Il n'y a rien besoin d'installer, vous pouvez directement écrire vos scripts et ensuite les tester, regarder s'ils marchent. Et quand ils ne marchaient pas, moi ce que je faisais, et je ne trouvais pas un moyen de les rectifier, je les mettais sur ChatGPT et je regardais quelle était l'erreur pour la corriger, puisque ChatGPT est assez bon pour repérer ce type d'erreur de programmation. En alliant ces deux méthodes, j'arrivais à être efficace et à traiter la plupart des questions des épreuves ou des exercices face auxquels je me côtoyais. Aussi, il est utile d'avoir une liste de questions, de scripts, de fonctions qui reviennent souvent au concours. Par exemple, la dichotomie est un indispensable. Je vous conseille tous d'avoir cette question en tête. On va la traiter, bien entendu, plus tard. Avant de passer à la dernière étape de la vidéo, les 10 scripts indispensables, je vais vous soumettre un petit quiz. Essayez de prendre le temps de répondre et chaque réponse rapporte 1 point et au total 10 donc. Donc essayez de mettre votre note en commentaire, ça peut être sympa. Donc la première question, c'est quelles sont les 4 librairies Python donc qui sont indispensables en prépa, je vous laisse le temps de répondre. Les 4 librairies Python donc indispensables pour les concours sont import numpy linalg as AL, import matplotlib pyplot as PLT. Ensuite, pour l'ensemble des fonctions, import numpy as NP. Et enfin, import random as RD pour tout ce qui concerne les programmes. Deuxième question, désormais, comment on fait pour rentrer la matrice 3, 3? Et je vous dis les coefficients en ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous laisse réfléchir. Et en fait, il s'agit tout simplement de mettre entre crochets et de intercaler les nombres avec des virgules, comme ceci. Troisième question, comment faire pour rentrer la fonction partie entière en Python? Par exemple, si on veut la partie entière de 5. Eh bien, on fait np.floor 5. Donc la fonction qu'on recherche, c'est np.floor. Ensuite, quatrième question, pardon, pour faire le produit matriciel AB, eh bien, il s'agit de np.dot a, B. Question suivante, cinquième question, a puissance n. Comment calculer la matrice A à la puissance n? Eh bien, il s'agit de la fonction al.matrix tiré du bas power. Et là, on met entre parenthèses A, donc la matrice, et ensuite la puissance n. Donc au préalable, on aura rentré donc, la matrice A. Question 6. Comment fait-on pour déterminer le rang d'une matrice? Donc c'est al.matrix-du-bas rang. Et là, on met donc notre matrice A, par exemple. Septième question. Comment fait-on pour trouver l'inverse, cette fois-ci, d'une matrice? Il s'agit de al.inv.a, la fonction qu'on recherche. Huitième question. Comment fait-on pour rentrer une matrice de taille n dont tous les coefficients sont des 1. Il s'agit de la matrice np.once nn, tout simplement. À la place de rentrer un par un les n coefficients, bien entendu. Neuvième question, comment fait-on pour extraire le coefficient aij de la matrice? Attention, il y a un petit piège.
Donc il s'agit de faire A, I-1, J-1, puisqu'il y a un petit décalage d'indice, puisque Python commence à 0, donc pour le ième coefficient, il s'agit de mettre I-1. Faites attention à cela. 10e question, comment fait-on pour rentrer les nombres successifs de 0 jusqu'à n-1? Tout simplement, il s'agit de faire range n. Si vous avez besoin de travailler le Python, cela peut être l'occasion de commencer avec les 10 scripts qui vont suivre, les 10 programmes. Donc le premier programme concerne la trace d'une matrice. Comme vous le savez, pour les maths pro, la trace d'une matrice, donc la trace de A, ça va être la somme pour k égale à 0, à 1, puisque la matrice commence à 1, jusqu'à n des AII, donc les coefficients diagonaux de la matrice. Et donc, il s'agit de les sommer 1 à 1, et donc on va utiliser une boucle for, tout simplement. Bien sûr, n'hésitez pas, avant que je fasse le corriger, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à réfléchir à l'ensemble des questions. Cela peut être particulièrement efficace de vous côtoyer directement au corriger. Sans plus tarder, on somme les coefficients diagonaux, donc avec une boucle for, et je vais vous montrer ce que ça donne concrètement. On n'oublie pas d'importer les librairies dont on a besoin. Et ensuite, on définit notre fonction, donc def, trace de la matrice qu'on importe, et on fait un compteur, on initialise t à 0, auquel on va progressivement incrémenter toutes les valeurs de la matrice. Mais pour ce faire, on a besoin de la taille de la matrice, c'est-à-dire len matrice, pour réaliser cette opération, puisque on doit s'arrêter à un moment, et on s'arrête au moment où il n'y a plus de coefficient, tout simplement, c'est-à-dire la taille de la matrice. Et à chaque fois, l'opération qu'on va réaliser, ça va être d'ajouter le coefficient suivant à notre t. Et enfin, on retourne la valeur de t une fois qu'elle aura compté l'ensemble des coefficients. Par exemple, ici, si on importe la matrice formée de 1, de taille 3, eh bien, si on fait print, donc on affiche la trace de la matrice, on obtient bien 3, ce qui est très cohérent par rapport au fait que la somme des coefficients diagonaux fait bien 3. Passons désormais à la deuxième question. Il s'agit de déterminer le rang n qui vérifie la relation 2 puissance n est strictement inférieure à 10 puissance 4. Donc comme 2 puissance n tend vers plus l'infini, à partir d'un certain moment, 2 puissance n sera plus grand que 10 puissance 4. Il s'agit de trouver le dernier rang tel que ce n'est pas encore le cas. Donc il s'agit de faire une boucle while tant que la condition 2 puissance n inférieure stricte à 10 puissance 4 est vérifiée. On donne à n la valeur de n plus 1 et ensuite on affiche n. Donc ce script nous affiche 14, donc 2 puissance 14 et le dernier entier tel que 2 puissance n soit inférieur strictement à 10 puissance 4. Troisième question, il s'agit de déterminer les n premiers termes d'une suite. Ensuite, dans la question 4, nous allons faire un exemple. Il s'agit d'une suite arithmétique puisque on ajoute à chaque fois un terme. Donc je vous laisse voir le script en général et ensuite on va faire l'exemple 4 avec une somme en particulier. Donc pour expliquer un peu, il s'agit d'additionner les termes 1 à 1, il s'agit d'une progression arithmétique. Donc on a un compteur qui commence à 0 et progressivement on va monter les n premiers rangs pour afficher in fine la réponse de S. Et donc pour mettre en application un peu ce programme, il s'agit tout simplement de calculer la somme des i pour i égale 0 jusqu'à k. Je vous laisse réfléchir quelques secondes avant de vous montrer la réponse. Tout simplement, il s'agit de faire exactement le même script, la même initialisation avec la somme égale à 0, et ensuite de mettre les rangs. Dans la question 4, il s'agit de mettre en application ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire de mettre les termes d'une suite, d'une progression arithmétique. Ici, il s'agit de la somme des i, puisque à chaque fois on ajoute 1. Et donc la somme commence à 0, et pour i allant de 1 jusqu'à k plus 1, puisqu'on n'oublie pas notre décalage et le fait que ça commence à 0, eh bien on additionne à la somme le terme i pour enfin retourner la somme. Dans cette question 5, il s'agit de réaliser une simulation des termes de la suite de Fibonacci qui sont inférieurs à 100. Cette suite, vous l'avez sûrement vu en prépa, il s'agit d'additionner les termes précédents pour obtenir le suivant, donc les deux derniers termes pour obtenir le suivant, de cette manière. Et donc, pour réaliser ce programme, il faut d'abord initialiser U et V, donc les premiers termes. Donc ici, on a choisi I et J. Donc
On met la valeur 0 et 1 comme en initialisation. Et ensuite, tant que i est inférieur à 100, strictement inférieur à 100, c'est ce qu'on veut, eh bien, on affiche la valeur de i. Donc là, c'est les valeurs qui vont être affichées. Et en fait, la dernière, à vérifier le test, ça va être 89. Et toute la difficulté du programme réside dans ces 3 lignes, c'est-à-dire le changement qu'il y a entre le j et le i, puisqu'il est nécessaire de stocker la valeur de j, donc la grande valeur, dans une variable v, parce qu'elle va changer et elle va être utile pour la mettre dans le i de la valeur suivante. Donc il y a un décalage à faire comme ça, et donc on a besoin d'une variable de passage comme ça que l'on note ici v. Question suivante, il s'agit de calculer donc une somme double à l'aide de Python. Donc on aura besoin de deux boucles for, une pour les i, une pour les j. Je vous laisse chercher, et voici la réponse. On initialise notre compteur à 0, et ensuite on va réaliser deux boucles for comme on avait dit. Donc pour les valeurs entre 0 et n, il s'agit de mettre ces indications, et ensuite on va faire le produit de i et de j, et on va progressivement additionner ces produits pour obtenir la somme. Au total, on aura tous les termes, et donc on va pouvoir retourner une valeur. Ici, j'ai réalisé une simulation de cette somme en utilisant 3 et 4 comme valeur, et on obtient 1050 pour cette somme. Septième question, il s'agit de trouver une approximation de l'équation x³ moins 3x carré plus 5 égale 0. Et pour ce faire, nous allons réaliser une dichotomie. Donc sans surprise, voici le graphique de cette courbe, de cette fonction. Donc il s'agit de trouver le point ici, exactement, grâce à cette dichotomie. On rentre dans un premier temps de notre fonction, donc on en aura besoin pour la suite du script. Et on prend a et b, deux nombres, tels que aux extrémités de la fonction, de notre graphique aussi. Et on observe que l'un est strictement négatif, f de a est strictement négatif, et f de b est strictement positif. Donc il y a une solution, elle est unique en l'occurrence, on le voit grâce au graphique, mais il s'agirait dans un exercice de maths de la démontrer qu'elle est unique. Et ensuite, on va diviser cet intervalle en plusieurs parties. Tout d'abord, on va réaliser a plus b divisé par 2, c'est-à-dire si par exemple à titre d'exemple on prend a et b ici, c'est pas du tout le cas mais pour bien comprendre, on va obtenir un point c. Et en fait, ce point c, tant que l'écartement b moins a divisé par 2 est supérieur à 10 puissance moins 3, on n'a pas réussi à trouver l'approximation, la justesse de l'approximation qui nous convient. On continue à réaliser des découpages de cet intervalle AB, donc de créer des points C. Et bien, en fait, si le signe de A et le signe de B sont différents, c'est-à-dire si le produit des deux est négatif, c'est une petite astuce pour trouver si ils sont de signes opposés, eh bien, on va affecter à B la valeur C, donc la nouvelle valeur. Cela a à voir avec les variations de la courbe, bien entendu. Le fait qu'elle est croissante contribue à ça. Et sinon, à la valeur A, on va affecter C. Et ensuite, on continue à diviser l'intervalle pour trouver une nouvelle valeur de C. Et quand l'écartement sera assez précis, on pourra sortir de la boucle et on va afficher cette nouvelle valeur de C. Et voici la solution de ce programme qui est à peu près égal à -1. Dans la 8e question, il s'agit de simuler la loi géométrique sans utiliser les fonctions prédéfinies par Python. Il s'agit du temps d'attente en fait d'un succès. Et grâce à cette information, on va pouvoir réaliser le script suivant. D'abord, on va initialiser k égale 1. C'est intéressant de voir que k est égal à 1 puisque dans notre boucle while, en fait, on va juste compter le nombre d'échecs qu'on a. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un succès à compter pour obtenir la valeur où le succès sera réalisé. Et ensuite, à chaque fois qu'on a ce test qui est réalisé, on ajoute à k1. Donc on aurait pu écrire k égale k plus 1 aussi. Et enfin, on retourne la valeur de k. 9e question, il s'agit de tester si une matrice est symétrique ou non. Pour voir si une matrice est symétrique, il s'agit de vérifier si AJ est égal à AJI. Et donc de faire ce test. Pour faire un test, il ne faut pas oublier qu'il faut deux égalités en Python, donc égal égal ou égal point d'exclamation pour différent, tout simplement. Et il s'agit de faire ceci sur tous les coefficients. Et bien sûr, on aurait pu faire le test
est-ce que A est égal à sa transposée? Mais ici, on a fait une étude coefficient par coefficient, puisqu'elle est beaucoup plus formatrice et permet d'utiliser des boucles for. Donc, tout d'abord, on initialise notre n encore avec la taille de la matrice, donc avec la longueur de la matrice, pour savoir, comme dans la trace, sur quel indice compter. Dans un deuxième temps, on va utiliser donc deux variables différentes, i et j en l'occurrence, et on va réaliser le test suivant. If matrix ij entre crochets est différent de la matrice ji entre crochets encore une fois, eh bien on retourne faux. Donc si c'est différent, si le test n'est pas vérifié, donc on retourne faux au résultat de si la matrice est symétrique. Mais dans le cas contraire, si jamais c'est tout le temps vrai, donc si jamais le test n'a jamais été vérifié, eh bien on retourne la valeur vraie dans le programme. Ensuite, à titre d'exemple, ici j'ai réalisé le test avec la matrice 1, avec celle qu'on a définie 1, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 9, qui est en réalité une matrice symétrique. Si vous l'écrivez, vous allez vous en apercevoir. Et donc, il donne la valeur true, donc le programme fonctionne. Dixième question, il s'agit des commandes clés pour tracer un graphique. Donc f de x égale x carré sur l'intervalle moins 10, 10. Donc on a besoin de définir un vecteur x qui est en fait une partition de l'intervalle moins 10, 10 en 400 points. Y est égal à y carré tout simplement. C'est la fonction qu'on utilise. Et ensuite on fait plt.plot xy pour afficher le graphique. Et ensuite plt show pour avoir le graphique affiché. Donc ça permet de tracer un graphique sur Python. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée dans son intégralité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.